Bonsoir à toutes et à tous, bon Nazaire à toutes, et puisque vous avez choisi l'IRA de Bastia, autant vous habituer à parler un petit peu quelques notions de Corse. On espère que vous serez toutes et tous présents l'année prochaine. Ça voudra dire que vous aurez réussi le concours. Alors, vous l'avez compris, je suis Gérard Clérici, le directeur de l'IRA, ce qui veut dire que si vous réussissez, c'est moi qui aurai sur vous droit de vie et de mort pendant environ 8 mois. Voilà. Alors, je ne suis pas seul pour animer ce webinaire. D'ailleurs, je vais rapidement m'effacer pour laisser la parole d'abord à deux actuels élèves en formation à l'IRA, Anifa et Louis. Alors, la différence entre Anifa, Louis et vous, c'est que eux ont réussi le concours. Donc, cette formalité mise à part, eh bien, vous pouvez être à leur place en janvier 2025. Et d'ailleurs, on commencera par vos deux camarades, puisque leur expérience, je pense, vous sera fortement utile. Avec moi, il y a également Christelle, qui est en charge du concours. Donc, elle vous dira tout ce qu'il faut savoir et que vous ignorez encore pour réussir le concours de l'IRA. Il y a également Sylvie, directrice de la formation initiale, qui interviendra un peu plus tard dans le webinaire pour vous dire quelques mots sur la scolarité qui vous attend, puisque votre promotion, je sais déjà comme si vous aviez réussi le concours, puisqu'on est dans l'esprit où vous allez réussir grâce à ce webinaire, mais surtout grâce à votre travail, il vous attend une scolarité un peu différente de la scolarité que Anifa et Louis sont en train de vivre, mais je ne déflore pas davantage le sujet, puisque Sylvie vous en dira davantage. Vous avez également en visio avec nous Georges, qui a plusieurs cordes à son arc. La première corde, c'est qu'il est le patron du centre de préparation au concours rattaché à l'Université de Corse à Corté. Georges est un ami historique de l'IRA de Bastia. Ça fait de nombreuses générations qu'il prépare des élèves au concours administratif en général et à l'IRA en particulier. Et Georges est le pilote et le coordonnateur d'un manuel de référence qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour réussir le concours des IRA. Mais je n'en dis pas plus, puisque Georges interviendra tout à l'heure pour vous donner des ultimes conseils. Et on vous signale également la mise à votre disposition d'un nouvel outil, la plateforme Réussira. C'est un outil qui a été mis au point par nos camarades de l'IRA de Nantes, auxquels nous rendons hommage. Christelle vous a envoyé le lien. Donc cette plateforme Réussira, n'hésitez pas à vous y connecter, à aller voir ce qu'elle vous propose. C'est également un plus qui vous est apporté pour réussir le concours de l'IRA. D'ailleurs, la bien nommée Réussira. Enfin, Henri, qui est en back-office, même si on le voit, et qui va piloter le chat. On essaiera de répondre au maximum de vos questions. Et si jamais ce temps d'échange ne suffisait pas, eh bien, vous pouvez encore poser des questions et on vous y répondra en différé. Voilà. Donc, combien êtes-vous ce soir? À ce stade, vous frôlez les 200 inscrits, mais sans doute que ce nombre va monter dans les prochaines minutes. Vous êtes 1200 à peu près inscrits au concours et vous êtes environ 680 à nous avoir autorisés à user de vos coordonnées numériques. Donc, ce soir, sont connectés ceux qui nous ont autorisés à utiliser leurs données numériques. Ceux qui ne nous ont pas autorisés, eh bien, n'ont pas accès à ce webinaire normalement, sauf s'il y a eu des transferts pirates. Ça, c'est la joie de l'Internet, on ne peut pas l'éviter. Voilà, donc une bonne heure à passer ensemble, plus si vous le souhaitez. Et maintenant, je crois que ce que vous avez envie d'entendre, c'est l'expérience des anciens de quelques mois par rapport à vous. Ils ont travaillé, ils ont réussi le concours. Quand je dis ils, c'est ils et elles. Ils ont sans doute rencontré des difficultés. Il y a peut-être des choses qu'ils feraient différemment aujourd'hui s'ils devaient le retenter. Qu'est-ce qui les a marqués dans leur préparation, dans les épreuves? Donc, la parole est à Anifa pour commencer, et ensuite Louis. Je vous remercie. Donc voilà, je suis Anifa Desfar, je suis anciennement greffière et j'ai décidé de passer le concours des IRA pour avoir plus de responsabilités et notamment encadrer aussi et diversifier mon parcours puisque c'était plus du juridique. Donc j'avais aussi le souhait de pouvoir naviguer entre les différents ministères. Par la suite, donc j'ai fait le choix de Bastia et aussi dans l'optique éventuellement de rester dans le sud.
Concernant la préparation au concours, il s'agit surtout de vous organiser, j'ai peut-être pas dit, mais je suis en interne du coup. Concernant la préparation du concours, il s'agit surtout de vous organiser entre votre vie privée, pro et la préparation au concours. Donc il faut s'organiser pour se libérer du temps. Même entre les pauses déjeuner, 45 minutes de relecture des rapports du jury peut être nécessaire. Mais il y a aussi le petit plus, l'astuce que j'ai utilisée, c'est les formations mises à disposition par le ministère de la Justice, puisque c'était mon ministère d'origine, pour essayer d'acquérir des connaissances sur des compétences que je n'avais pas encore, notamment sur le management, les ressources humaines ou autres. Que dire de plus? Après, pour tout ce qui est travail, j'ai plutôt utilisé tout ce qui est recherche au niveau des rapports, les conseils que j'ai pu avoir auprès de professionnels qui étaient déjà en fonction sur des postes diversifiés et sur lesquels j'ai essayé de me projeter. Et puis là, voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Merci Anifa. Donc moi c'est Louis, issu du concours externe donc et pas interne. J'ai 27 ans et j'ai une formation en sciences politiques et histoire au niveau licence, puis relations internationales et affaires publiques plutôt au niveau master. Et j'avais, avant d'intégrer l'IRA, plusieurs expériences de stage derrière moi en administration centrale notamment, dans les services du Premier ministre et au ministère des Armées, et aussi à l'Union européenne pendant 6 mois. Et donc, pourquoi j'ai passé ce concours déjà très brièvement? Déjà parce qu'au-delà de mon parcours qui m'a naturellement orienté vers la chose publique, j'avais envie d'être utile pour la collectivité. J'avais déjà eu des expériences de bénévolat et j'avais vraiment, enfin, j'ai toujours été attiré par le service public. Et la fonction publique d'État en particulier, parce que les enjeux qui m'intéressent sont principalement ceux qui sont régaliens, entre guillemets, l'économie, la sécurité de la défense, la diplomatie. Et donc, j'avais envie de travailler sur des enjeux, des politiques publiques qui ne se limitent pas aux enjeux locaux, mais dépassent presque le cadre des frontières nationales. Et pourquoi l'IRA de Bastia? L'IRA de Bastia parce que c'est le premier IRA dont j'ai entendu parler. J'avais un ami qui l'a fait il y a 3 ans, promotion 43. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à découvrir les IRA par Bastia. Et aussi de manière moins triviale parce que les problématiques de la Corse en particulier m'intéressaient. Et je m'étais dit que c'était vraiment le lieu idéal pour avoir une formation sur l'État, les politiques publiques en Corse. En plus, dans l'actualité qu'on connaît avec le processus Beauvau et tous les potentiels changements de statut de la Corse à venir. Donc voilà, pour la préparation au concours, vu que c'est vraiment la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, comment je me suis préparé? Donc pour les épreuves écrites, pour commencer, j'étais inscrit en classe préparatoire. Donc ça m'a énormément aidé pour assimiler le socle de connaissances nécessaires en droit public, en finances publiques, en questions européennes. Et donc, j'avais pas une activité professionnelle à côté pour les écrits, donc j'avais le temps de me consacrer tous les jours au cours et à bien réviser. Mais je dirais que pour les épreuves écrites, le meilleur conseil à donner, mais vous le savez sûrement déjà, c'est vraiment de s'entraîner à partir des différentes annales qui sont proposées, en relisant les meilleures copies, parce que déjà pour la note de synthèse, c'est un exercice avant tout méthodologique. Donc, il faut bien comprendre quels sont les attendus. Les notes de cadrage servent à ça, mais les meilleures copies sont encore mieux, puisque c'est des élèves en condition qui les ont rédigés. Et pour le QCM, je me suis rendu compte aussi qu'en travaillant sur différents QCM et différentes annales, il y avait souvent les mêmes questions qui revenaient, les mêmes thèmes, en particulier pour la culture numérique. Mais il y a un gros mais quand même, c'est qu'il faut actualiser ces connaissances-là, d'autant plus que là, il y aura quand même 9 mois quasiment entre le concours écrit qui intervient là et celui d'avant. Donc, il se passe énormément de choses en 9 mois. Et donc, pour actualiser ces connaissances, la meilleure chose à faire, c'est de suivre l'actualité à travers la presse et des newsletters. Je m'étais inscrit à un tas de différentes lettres d'information. Je pourrais vous en citer quelques-uns, mais notamment acteurs publics, vie publique, celle du Conseil constitutionnel, France Stratégie. Donc voilà, il y a énormément de ressources qui sont à disposition et il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Pour les épreuves d'admission, peut-être que ça vous concerne
encore pas tout de suite, quoi, mais dans les mois à venir, sûrement. Et donc, j'avais la particularité d'avoir commencé un stage en fait entre les épreuves d'écrit et les épreuves d'admission, ce qui fait que je n'avais pas du tout le même temps à consacrer à la préparation. Pour autant, et c'est vraiment un conseil que je donnerais à la fois aux étudiants donc, qui ont déjà passé le concours et qui l'ont raté une première fois, donc déjà, faut pas baisser les bras, mais aussi ceux qui sont en train de le préparer, que ce soit dans le cadre d'une prépa ou non, c'est ne pas hésiter vraiment à multiplier les expériences de stage en administration, qui plus est pendant le déroulé des épreuves, puisque pour ma part, ça a certes contribué à réduire un peu mon temps de préparation, mais ça m'a fait découvrir vraiment ce qu'était le milieu administratif. Et puis j'ai eu la chance, pendant ce temps de préparation, de côtoyer des attachés d'administration de l'État, déjà en fonction, qui m'ont même aidé à passer des euros blancs, ils m'ont organisé des euros blancs, donc ça a été vraiment d'une très grande aide. Et je pense que sans avoir fait ce stage à ce moment-là, j'aurais eu plus de mal à préparer l'oral et à passer, à intégrer ce concours. Donc voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour le moment. Alors peut-être avant de se tourner vers le chat et qu'on relève peut-être quelques questions intéressantes s'il y en a, un petit retour sur vos expériences, Anifa et Louis. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées vraiment différemment que vous l'aviez imaginé? Est-ce que vous avez gardé un ou plusieurs mauvais souvenirs de ces épreuves? Ou au contraire, de bons souvenirs? En gros, après coup, tant à l'écrit qu'à l'oral, comment vous avez vécu ces épreuves? Est-ce que ça a été vraiment une corvée insupportable? Ou au contraire, une épreuve stimulante et on en ressort ragaillardi? Est-ce que vous étiez content de vous à la sortie ou pas? Donc, un petit retour sur votre sentiment qui n'est pas encore fait dans votre mémoire, parce que c'est encore récent. Oui. Pour l'écrit, bon, c'était très technique, on était préparés, donc il ne faut pas hésiter à prendre peut-être 2 ou 3 jours de congé avant le jour fatidique. Et pour l'oral, pour ma part, j'étais très stressée la veille. Je crois que j'ai remis en question tout le process jusqu'à le choix de ma tenue. Et au final, ça s'est très 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 bien passé car l'accueil était fabuleux. J'en garde un excellent souvenir, mais je ne veux pas dévoiler ce qui vous attend. Si, au contraire. Non, vraiment, c'était la petite surprise et c'est, je pense, une spécialité corse. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont l'avoir. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé et donc voilà, pour revenir à ça, c'est vraiment l'accueil sur Bastia et par l'administration. Il y a un réel accompagnement, donc une fois que vous êtes admis, vous recevez rapidement les mails, vous avez un accompagnement, il y a une réponse assez rapide. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont autour de la table. Et il y a également aussi l'association qui est assez réactive pour vous aider à trouver un appartement. Pour compléter, comment moi j'ai vécu les épreuves, donc l'avantage du concours des IRA, c'est que les épreuves écrites se déroulent sur un jour, donc ça n'occupe pas une semaine entière, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut vraiment rester très concentré pendant toute la durée de cette journée. Et globalement, ça a été, j'ai passé dans l'examen, enfin le centre d'examen à Paris, il y avait une petite alarme incendie qui s'est déclenchée juste avant, donc ça, c'était pas les conditions idéales pour commencer. Mais vous ne les aurez pas, je vous rassure. Mais sinon, ça a été une journée quand même où on est bien fatigué à la fin. Mais le fait que ça dure un jour fait qu'on peut tout de suite se remobiliser pour essayer de préparer des oraux, parce que même si on est déçu de soi à la sortie des écrits, un concours, ça se joue sur la performance des autres. Donc les autres peuvent aussi être déçus de la leur. Donc il ne faut jamais baisser les bras et quand même persister et préparer l'oral qui vient derrière, même si il faut attendre plusieurs semaines avant d'avoir les résultats. Donc voilà, il faut pas laisser tomber, même si on est déçu de soi. J'ai parlé avec plein d'anciens camarades de promotion qui ne pensaient pas du tout qu'ils auraient réussi vu ce qu'ils avaient rendu à l'écrit à ce moment-là. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment rester mobilisé, rester concentré pour les oraux. Et les oraux, déjà c'est le changement de décor complet parce qu'on arrive à Bastia. Donc il y a juste ce temps d'adaptation au climat, mais bon, nous on a passé nos oraux en janvier et il faisait 20 degrés, donc c'était quand même très agréable. Mais voilà, donc il faut pas arriver trop tard sur place pour avoir quand même les idées frais. Et après les oraux, c'est un moment de stress qui dure pas longtemps.
mais je suis sûr qu'en se préparant en amont, comme j'ai pu le faire, ça aide à déjà se mettre en condition et arriver prêt le jour J. Alors, j'ai une question complémentaire. Après, on se tournera vers Henri et le chat. Quand vous avez passé, vous deux, le concours, la plateforme Réussira n'existait pas encore. Elle était en gestation. Et nos amis nantais nous l'ont livré au 5 IRA tout récemment. Donc, vous qui nous suivez en webinaire, vous allez pouvoir en disposer. Ce n'était pas le cas de Hanifa et de Louis. Donc, la question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'il y a eu des outils particuliers que vous avez utilisés? Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, l'excellent manuel de Georges Mourakim qui nous suit en visio? Est-ce que vous avez eu d'autres manuels? Sur quoi vous avez potassé? Hormis, donc on a compris le message, hein, notamment que Louis a bien développé sur il faut s'entraîner, faire des galops d'essai, etc. Donc ça, c'est important et je pense qu'on va y revenir. Mais est-ce qu'il y a des bouquins, des ressources, des documents ou autres qui vous ont été utiles et que vous pourriez conseiller aux camarades qui nous suivent en ce moment? Je te laisse prendre pour les. Ouais, en fait, moi, comme j'étais déjà en classe préparatoire, j'ai fait. J'étais à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Et on m'a donné pas mal de conseils de manuels pour approfondir dans les matières donc, du QCM. Je peux en citer 3 pour les 3 matières concernées. Pour la culture administrative juridique, pour le droit public, il y a celui de Bernard Stirn et Yann Aguila qui est vraiment... le dernier en plus vient de sortir, donc il est très actualisé, très complet. Donc là, c'est vraiment une source d'information géniale. Ensuite, pour les finances publiques, il y en a un qui est aussi actualisé de octobre, je crois, 2023. C'est celui de Frédéric Brigaud, Vincent Huer et Robin Degron, qui s'appelle Finances publiques, tout simplement. Voilà, je m'en suis aussi servi, assez synthétique, mais c'est vraiment pour approfondir sur les questions du QCM. Et en question européenne, il y a celui de Christophe Lescaut, qui est également actualisé, mais qui est pas très bien structuré quand même, il faut le dire. Donc, le meilleur conseil, je pense, pour réviser les questions européennes, c'est vraiment le site Toute l'Europe. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus servi. Et vraiment suivre l'actualité européenne, qui est vraiment très riche. Et il y a des nouvelles actus toutes les semaines, quotidiennement presque. Le site Toute l'Europe est très actualisé et franchement suffit amplement, je pense, pour réviser le QCM. Et après, pour la méthodologie, j'avais consulté le livre... je crois que c'est de la collection Cible Concours, il me semble. C'est une couverture bleue. Donc, vous l'avez peut-être vu, il en existe plein et celui des IRA m'avait été assez utile pour les questions méthodologiques. Voilà. Pour ma part, ça a été beaucoup les rapports du jury parce que le président détaille quelles ont été les faiblesses et les points forts attendus. Donc là, on peut aller chercher vraiment les points essentiels. Et il y a également le site Vie publique où il y a les actualités. C'est des thèmes assez courts et accessibles rapidement. Donc, vu qu'en interne, on a peut-être un peu moins de temps, donc ça, c'est important. Et je vais revenir aussi sur le fait de, quand on arrive à l'oral, surtout pas baisser les bras en interne, puisqu'il y a le dossier RAEP à remplir. Et le dossier RAEP peut aussi vous aider à vous projeter. Et ça, ça peut être un atout également. Merci. On se tourne vers le chat et ensuite, une fois qu'Henri nous aura indiqué quelques tendances qui ressortent de vos premières réactions, la parole sera à Georges, à distance, pour qu'il nous donne, en tant que vieux routier de la préparation au concours, des conseils non pas utiles, mais forcément précieux. Donc Georges, mets-toi en mode préchauffage et dans l'immédiat, Henri, qu'est-ce qui ressort du chat à ce stade ? Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on a déjà répondu, donc du coup, je n'y reviendrai pas. Merci aux 225 participants qui sont connectés actuellement. Il y a déjà de demandes de support supplémentaires, notamment la biographie que tu proposes, si éventuellement tu peux nous l'écrire quand on l'enverra aux gens qui la souhaitent. Sinon, il y a des questions assez précises, notamment concernant les RAL, quels sont les attendus sur le projet professionnel, à quel point celui-ci doit être précis sans donner l'impression que l'on est intéressé par peu de postes, nous demande Mathilde. Je vais encore balayer d'autres questions assez précises. Les attendus sur le projet professionnel, ça je viens de le dire. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de... Il y avait des problèmes de son au départ, donc il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça.
quelles sont les stratégies ou les astuces pour être opérationnel lors du QCM. Il y avait aussi une confusion d'une collègue qui n'avait visiblement pas la clarté sur les épreuves d'admission, d'admissibilité d'admission, si on pouvait éventuellement récapituler ce point. Ensuite, il y a beaucoup de questions encore biographiques sur lesquelles peut-être on reviendra de manière directe par mail. Alors, Yvette nous dit qu'elle a acheté le livre Concours d'accès aux IRA. Est-ce que vous proposez un livre, elle demande, est-ce qu'on propose un livre pour la culture générale, pour la lecture de journaux aussi? Est-ce qu'on a quelque chose à proposer en termes de revue de presse? Et voilà pour toutes les questions au-delà de la technique. Sinon, il y a Nicolas qui nous dit qu'il a 60 ans, un parcours d'entrepreneur, dirigeant d'une société de 280 personnes pour un CA de 75 millions d'euros. Il souhaite s'impliquer dans la vie économique en Corse, soit au niveau de l'Amérique latine, soit au niveau de la communauté de communes. Est-ce que le bon concours? Sinon, est-ce que je suis un peu vieux? Non. Nicolas, il n'y a pas d'âge pour être vieux. Alors sur ce point-là, si parmi vous, certains ont un âge qu'ils estiment déjà respectable, on a dans nos promotions des élèves qui fréquemment dépassent les 60 ans. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns par promo qui choisissent une seconde carrière, voire une troisième, voire une cinquième, à un âge qu'on qualifiera de relativement mûr. Donc, comme l'a dit Henri, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si votre kiff, c'est de devenir cadre de l'État, ce qui est votre cas a priori, sinon vous ne seriez pas inscrit au concours, eh bien, il n'y a pas d'âge, tout est bon. Et l'administration a besoin de gens de différentes expériences, donc des jeunes comme Louis, des jeunes mais un peu moins jeunes comme Anifa, et des vieux comme Henri et moi et d'autres. Donc voilà, donc tout le monde a quelque chose à apporter. Et l'affectation aussi, je peux rajouter, monsieur le directeur, l'affectation n'est pas garantie, sachant que c'est un concours national et que les modalités d'affectation ne garantissent pas l'emploi en Corse, l'affectation en Corse. Alors ça, tout à fait, donc on va peut-être y revenir quand on s'approchera de la fin du webinaire, ce qui n'est pas encore le cas, pour vous dire ce que vous pouvez espérer comme possibilité d'affectation au sens géographique, mais aussi au sens métier, mais ça on gardera peut-être ça pour la fin de notre échange. Georges, est-ce que tu veux prendre le relais pour déjà répondre à la question sur les différentes épreuves, même si naturellement Christelle et Sylvie pourraient le faire, mais toi tu prépares beaucoup de candidats, jeunes et moins jeunes, à ces épreuves, et donc nous parler aussi un petit peu de l'ouvrage que tu as coordonné, qui est une ressource parmi d'autres, mais une ressource de qualité. Alors merci de me donner la parole. Je suis un peu gêné de parler non pas de l'ouvrage, mais des ouvrages, puisque nous avons avec les collègues de Montpellier, de l'IPAC de Montpellier, j'étais en train de parler dans le vide. Oui, voilà. Oui, donc on a eu un souci technique. Merci à l'équipe en back-office qui est intervenue. Donc Georges, tu peux reprendre depuis 3 minutes à peu près. Je vais reprendre. Je vais dire que d'abord, je ne suis pas là pour faire la publicité pour les deux ouvrages. C'est de la prétérition, mais c'est comme ça. Un ouvrage sur le cas pratique et un autre sur les QCM. Nous les faisons avec les collègues de l'IPAC de Montpellier. Et c'est un peu l'émanation de nos expériences de préparation au concours. Mais je voudrais rassurer les candidats et un peu prendre le contre-pied des témoignages. Il n'y a pas de bonne bibliographie, il y a des bibliographies adaptées aux candidats.
Et les bons livres, ce sont les livres qu'on utilise. Voilà, il suffit qu'ils soient à jour. Il n'y a pas de livre magique qui vous donne toutes les clés si vous ne l'avalez pas, si vous ne le digérez pas. Voilà, la condition, c'est qu'il soit à jour. Donc, j'ai pas de conseils de livres. Il y a des gens qui réussissent avec les livres de la documentation française, d'autres qui réussissent avec des mémentos ou des traités. C'est chacun son chemin. Par contre, je vois que les gens qui n'ont pas d'expérience de l'administration, qui n'ont pas fait de stage, qui ne se sont pas impliqués, en tout cas pour les externes, pendant leur année de préparation ou un peu avant, pour faire des stages dans les administrations de l'État, ont du mal à réussir et à passer la barre de l'oral. Ils ont du mal à convaincre le jury de leur motivation. Donc, je ne sais pas si ça répond à certaines des questions qu'on a vues dans le chat sur qu'est-ce qu'il faut dire à l'oral pour assurer de sa motivation. Mais si on ne va pas voir concrètement ce qui se fait dans les administrations, on risque de passer un peu à côté de l'entretien. Ensuite, il y a eu déjà de très bons conseils de pratique pour réviser. Moi, il y a une chose que j'avais préparée avant de venir et que je dis à chaque fois, ce n'est pas au candidat de se juger lui-même. Il y a des gens qui se dégonflent entre l'épreuve du matin et l'épreuve de l'après-midi, alors que le matin, ils n'avaient pas si mal fait, ils étaient encore dans la course. Donc, il faut garder le moral pendant la préparation, il faut garder le moral pendant les épreuves. Il faut pas pleurer parce qu'on est à l'oral et souffrir, avoir mal au ventre, tellement il y a de gens qui aimeraient être à l'oral à votre place. Et donc, il faut faire preuve d'un peu de solidité. Et ça, c'est votre équation personnelle. Et tout le monde en est capable. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vois que Henri s'impatiente. Après, on n'a pas répondu aux épreuves, là. Alors, Sylvie va répondre peut-être pour les épreuves. 2 questions pour le chat avant de répondre aux épreuves. Monsieur Mourakin, je ne m'impatiente jamais, hein, c'est une de mes rares qualités. Alors, j'ai une question là de Fanny. Quelqu'un m'a laissé entendre qu'il était plus nécessaire de s'inscrire à Bastia pour espérer avoir une affectation dans le Sud. Est-ce vrai? Y a-t-il une réforme relative à la répartition des postes dans les différents IRA? Et une question de Johan. Est-ce que la territorialisation des affectations en services déconcentrés, alors postes en sortie d'IRA de Bastia fléchés pour les postes déconcentrés dans le Sud et non national hors Paris et de France, y a-t-il des informations contradictoires sur le site d'acteurs publics? Voilà. Ok, donc peut-être qu'on peut répondre à cette question qu'on pensait aborder à la fin, mais puisqu'elle se pose dès maintenant, ce n'est pas la peine de vous faire lambiner jusqu'à la fin du webinaire. Donc, des IRA, il en existe aujourd'hui 5. Vous connaissez leur répartition géographique. Hein. Je récapitule pour ceux qui l'ignoreraient encore. Hormis Bastia, il y a Lille, Nantes, Metz et Lyon. Donc, le 6e IRA est en projet. Il devrait être créé à Nanterre, université parisienne, à l'horizon 2025-2026. Pour l'instant, ce 6e IRA n'est pas encore créé au plan administratif, il n'est pas encore armé en effectif, mais il est en projet. Donc, à l'heure où l'on parle, et pour vous, en tout cas, vous êtes inscrit dans 5 IRA. Alors, ces 5 IRA assurent une formation de qualité équivalente. On ne peut pas dire qu'un IRA est meilleur que l'autre, mais vous l'avez compris, si ces IRA sont tous comparables en termes de formation, Bastia, c'est un IRA comme les autres, mais en mieux quand même. Et alors, on vous dira à la fin pourquoi en mieux. Non pas du fait de la qualité de la formation, je répète, qui est comparable dans les 5 IRA, mais du fait de la vie que les élèves de l'IRA de Bastia ont en Corse pendant 6 mois, qui est un peu particulière, et sur laquelle peut-être je laisserai à la fin Anifa et Louis vous en parler, puisque les élèves de l'IRA de Bastia, parce qu'ils sont en Corse, et quelque part un peu prisonniers de la Corse, néanmoins vivent une expérience que ne vivent pas les autres, mais pour des raisons qu'on abordera, si vous voulez, à la fin. Alors oui, si votre projet, c'est d'avoir une chance supplémentaire d'obtenir un poste dans ce qu'on appelle le Grand Sud, alors c'est quoi le Grand Sud?
c'est d'abord la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la région Occitanie, pour l'essentiel, c'est en partie la région Nouvelle-Aquitaine qu'on partage avec l'IRA de Nantes, et quid de la Corse, si votre objectif est de choisir Bastia pour obtenir un poste en Corse, c'est un calcul risqué, hein, pour la simple raison que les postes en Corse sont rares. Là, ça fait plusieurs promotions consécutives qu'il n'y a pas de poste ouvert en Corse, mais il y en a eu dans les promotions antérieures, mais c'était au maximum 2, 3, guère plus. Donc l'IRA de Bastia, en fait, ne fournit pas la Corse par prédilection, mais fournit le Grand Sud et surtout fournit, comme les autres IRA, la région parisienne, puisque une grosse moitié, voire 2 tiers, voire parfois plus, de nos postes sont ouverts en région parisienne. Alors, les IRA ne sont pas maîtres des postes ouverts. Les postes ouverts sont ouverts par les différents ministères qui cherchent à combler des besoins RH, des besoins en agents, en cadre en l'occurrence, en ce qui vous concerne, dans différentes régions. D'une promo à l'autre, la physionomie des postes ouverts peut différer fortement. Ça dépend des départs à la retraite, ça dépend des différents mouvements qui affectent l'administration. Et quand les élèves rentrent à l'IRA, c'est le cas de Louis et de Hanifa, ils sont rentrés à l'IRA, ainsi que leurs camarades, sans savoir quels postes leur seront proposés dans quelques semaines. Ça sera la surprise, qui interviendra fin juin, début juillet. Donc, quelque part, on s'engage dans une voie, mais sans savoir quels postes nous seront proposés. Et même quand vous savez quels postes vous sont proposés, il y a une petite formalité qui s'appelle les épreuves de scolarité, qui aboutissent à un classement, et c'est en fonction de votre classement que vous pourrez choisir tel ou tel poste. Donc, Donc jusqu'au bout, il règne une sorte d'incertitude, mais la seule certitude, c'est que tous les élèves, à la sortie, auront un poste et ils auront un beau poste, puisque je peux en attester, mes équipes autour de moi également, et les élèves pourront le faire dans quelques semaines. Tous les postes offerts en sortie d'IRA, mais c'est vrai pour Bastia, mais c'est vrai pour tous les IRA, sont des postes de qualité. Les ministères ne se moquent pas de vous, ils vous offrent des postes intéressants, et jusqu'en fin de classement. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Alors peut-être on va passer le micro à Sylvie et à Christelle, si elle veut intervenir en contrepoint de sa directrice, pour parler un petit peu des épreuves, rappeler un peu en quoi consistent ces fameuses épreuves que vous allez devoir réussir pour avoir le bonheur de faire partie des élèves de l'IRA de Bastia. Alors, pour compléter ce que vient de dire notre directeur, chacun des IRA a le même nombre de postes en région parisienne et sur Paris, quasiment de façon équivalente, et a quasiment le même nombre de postes en partie régionale. Donc, vous n'avez pas à choisir un IRA plus que l'autre si vous voulez aller sur Paris, par exemple, puisque le nombre de postes est similaire. Ensuite, pour répondre aux questions concernant les épreuves, il vient de apparaître le guide des concours d'accès aux IRA édition 2024. Donc, je vous conseille de le parcourir puisque vous avez toutes les réponses à vos questions et notamment les réponses concernant quelles sont les épreuves écrites. Donc, vous avez une première épreuve écrite autour d'un cas pratique d'actualité concernant bien sûr les politiques publiques conduite par l'État, et vous avez une deuxième épreuve écrite qui est une épreuve donc de questions à choix multiples de QCM concernant bien sûr à la fois votre culture en matière de finances publiques, votre culture en matière numérique, votre culture en matière de connaissances administratives, juridiques, et votre culture en matière d'institutions européenne et d'actualité européenne. Est-ce qu'il y a d'autres choses à compléter, Christelle? Ça, c'est pour les épreuves écrites. Et ensuite, donc, une fois que vous êtes admissible, vous passez bien sûr les épreuves orales. Mais entre-temps, avant de passer les épreuves orales, il y a donc, en fonction du concours que l'on prépare, on va avoir par exemple, si on prépare le concours interne, un dossier RAEP à rédiger, avec donc un laps de temps qui est imposé. Je crois que c'est une quinzaine de jours. Voilà.
Donc, ce dossier RAEP, c'est pour faire état de votre parcours et pour faire état également des compétences que vous avez pu développer au travers de votre parcours professionnel et puis également faire état de votre projet en fait professionnel. Et puis pour le concours externe, c'est une fiche de présentation de qui on est qu'il faut préparer. Et pour le troisième concours, c'est également un dossier RAEP. Donc vous avez entre la réussite aux écrits et la présentation à l'oral un peu de travail à réaliser, en plus de votre préparation à pouvoir passer l'épreuve orale, qui est une épreuve donc d'entretien avec un jury. Et cette épreuve d'entretien avec un jury est d'une durée d'une demi-heure et doit faire état de vos motivations à vous présenter à ce concours et également de quel projet vous poursuivez, pourquoi vous vous présentez à l'IRA, pourquoi vous voulez devenir attaché d'administration et quel est votre projet derrière donc ce désir de réussite. C'est bon. Voilà. Je vais peut-être compléter avec le calendrier, donc puisque vous êtes inscrit à cette session 2024. Donc Mme Gasset, la directrice de la formation initiale, vous l'indiquez tout à l'heure. Le guide vient de sortir, il a été édité, je l'ai reçu ce matin, donc l'édition 2024 par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Vous le trouverez sur le site d'inscription, à la rubrique documentation. Donc voilà, il a été mis en ligne ce matin, ou sur le site de l'IRA Bastia, puisque on a fait un lien directement sur ce guide. Très intéressant parce que ça part de l'inscription au concours, de l'éligibilité aux 3 concours, jusqu'à la formation, jusqu'à la grille indiciaire pour le futur traitement si vous êtes élève. Donc il est très complet et je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Juste un petit mot sur le calendrier donc, de la session 24, la session où vous êtes au concours, où vous êtes inscrit. Donc, vous vous êtes inscrit, là, c'est fait. Ensuite, vous allez avoir donc les épreuves écrites le 2 juillet dans le centre que vous avez donc choisi au moment de votre inscription, sachant qu'il y a 23 centres sur le territoire. Ensuite, viendront donc les résultats d'admissibilité qui auront lieu donc le 9 septembre, publication des résultats le même jour, le 9 septembre, je pense, en fin d'après-midi. Et les épreuves, donc l'épreuve orale, l'entretien avec le jury, aura lieu à l'IRA de Bastia, parce que vous avez choisi l'IRA de Bastia, du 14 au 18 octobre, avec des résultats qui interviendront sans doute soit le samedi 19 au matin, soit le vendredi soir à l'issue des auditions de l'ensemble des candidats. Voilà, pour une entrée à l'IRA de Bastia le 1er janvier, enfin on va dire le 2, et une affectation donc, au service ensuite le 1er septembre. Voilà, ça c'est pour un petit point sur le calendrier. Et pour répondre à qu'est-ce qu'il faut mettre dans son projet professionnel, puisque je crois donc que Louis et Atifa pourront bien sûr vous compléter, mais vous vous préparez à suivre une formation initiale pour préparer à un métier où vous allez être donc en posture de cadre dans les différents ministères. Donc ce qui est important pour construire son projet professionnel, c'est déjà d'aller visiter quels sont les métiers d'attaché dans ces différents ministères et donc de voir celui ou ceux qui vous plaisent le plus et donc d'essayer de construire votre projet professionnel par rapport au métier que vous visez. Et donc mettre en avant qui vous êtes, ce que vous pouvez valoriser en termes de force pour pouvoir aller vers ce type de métier et puis préciser que vous êtes plus attiré peut-être par de la conduite de l'action publique ou peut-être plus attiré par des fonctions support ou peut-être plus attiré par du pilotage budgétaire, etc., etc. Mais à mon sens, il vous faut aller visiter les différents métiers pour pouvoir être plus pertinent face au jury. Ouais, je voudrais intervenir en complément de ce que vient de dire Sylvie, c'est vraiment très important ce qui vient d'être dit. En fait, on attend de vous, alors quelque part c'est un peu paradoxal, parce que les IRA sont des écoles professionnelles qui préparent des professionnels de l'administration, mais on attend de vous déjà un début de réflexion de professionnels. Vous n'êtes pas encore, par définition, certains d'entre vous ont déjà une expérience, on l'a vu chez les externes qui ont pu faire des stages, ou chez des internes, ou chez les troisièmes concours, vous avez eu une vie avant l'IRA, et ça, c'est une ressource pour vous. Nous attendons de vous, pour quelque part, que vous vous projetiez dans pourquoi je veux devenir cadre de l'État. Car si vous faites l'IRA, c'est que vous n'êtes pas encore cadre de l'État, par principe. Ou alors, vous êtes peut-être, mais c'est vraiment très exceptionnel, on a parfois des enseignants, des professeurs, qui sont déjà cadres A, mais qui passent des IRA pour devenir cadre administratif.
mais ce n'est pas la majorité de nos élèves. Donc ça veut dire que vous devez, le fait que vous soyez inscrit à ce concours, c'est déjà un pas dans cette direction, que vous ayez réfléchi à qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, et pourquoi j'ai choisi de devenir cadre de l'État en passant par les IRA. Alors, ce n'est pas un choix neutre, hein, c'est un choix que nous, bien sûr, on valorise et qu'on soutient, mais beaucoup de vos collègues ont pu faire d'autres choix qui sont tout aussi estimables. Certains voudront préparer une école de business, de management privé et non pas public, d'autres une école d'art, d'autres une école d'ingénieur. Bref, il y a plein de voies possibles dans la vie. Certains préféreront le privé avec une perspective de gagner plus d'argent et de faire autre chose. Vous, vous avez choisi le service public. Donc c'est une voie qui engage, qui implique que vous ayez réfléchi à la question. Et pour reboucler ce que disait Sylvie, il y a plusieurs types de politiques publiques, il y a plusieurs types de ministères, et vous avez tous un fit ou une prédominance dans certaines matières, certaines politiques publiques. Alors, certains seront plus attirés, mettons, par l'écologie, d'autres par les questions d'éducation, d'autres par les questions de santé, d'autres par les questions de justice, d'autres par les questions de finances publiques et de budget, d'autres par les affaires étrangères, d'autres par la sécurité, d'autres par la défense. Bref, vous voyez qu'à travers mon énumération, finalement, on retrouve tous les grands ministères et toutes les grandes politiques publiques. Donc, déjà, posez-vous la question, moi, si j'ai le choix, qu'est-ce qui m'attire le plus? Est-ce que c'est de travailler au service de la santé? Est-ce que c'est de travailler au service de la justice? Est-ce que c'est au service des affaires étrangères? Bref, cette question, vous devez vous la poser et surtout, vous devez y répondre. Ensuite, vous avez des aspects plus métiers. Est-ce que vous êtes plus attiré par les sujets à dominante juridique, par les sujets à dominante budgétaire, comptable, financière, ou par les sujets à dominante ressources humaines, ou par les sujets à dominante système d'information? Là aussi, vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Si c'est le cas, tant mieux. Mais on attend de vous que vous ayez un peu réfléchi à ce que je préfère, plutôt, mettons, sur des métiers budgétaires et plutôt au ministère de la Culture. Alors on vous dira, mais pourquoi? Et évidemment, il faudra être en état d'argumenter pourquoi. Mais voilà, en tout cas, ce sont ces questions-là qu'on attend que vous vous posiez et surtout que vous ayez quelques éléments de réponse à apporter. Vous pouvez avoir plusieurs cordes à votre arc, c'est-à-dire, ben moi, si j'ai le choix, j'aimerais bien, par exemple, devenir secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement, mettons d'un lycée. Mais si jamais mon classement ne me permet pas de choisir un poste comme secrétaire général dans un lycée, eh bien, un poste de chef de bureau au ministère de l'écologie m'irait très bien. Également. Voilà, donc, ayez une corde principale, une corde secondaire, réfléchissez à tout ça et préparez-vous à défendre votre argumentaire. Il faut que le jury, à l'oral, parce qu'on se projette déjà dans vous avez réussi d'écrit, à l'oral, le jury, il faut qu'il sente que vous avez un projet, en tout cas un début de projet, vous avez une cohérence avec votre choix de faire à l'IRA votre engagement par la suite, et que vous n'êtes pas quelqu'un de borné, mais que vous êtes prêt à rebondir sur autre chose, si d'aventure, votre classement ne vous permet pas de devenir secrétaire général de lycée, eh bien, la vie ne s'arrête pas là. Vous n'allez pas vous jeter à la mer devant l'IRA de Bastia, mais vous allez rebondir sur autre chose. Dans l'attente, peut-être, le poste d'après, de pouvoir devenir secrétaire général d'un lycée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et avant de repasser le micro à Henri et au chat, il y avait une question sur comment est-ce que je peux être au taquet pour affronter l'épreuve de QCM. Bon, eh ben, il n'y a pas de mystère, camarade. Je ne sais pas qui a posé la question, mais l'épreuve de QCM, elle se prépare, comme chaque épreuve, et elle ne se prépare pas la veille. Le QCM, c'est une épreuve qui a beaucoup fait discuter entre nous, hein, entre directrices et directeurs de la formation, donc Sylvie et ses homologues, entre directeurs et directrices d'IRA, mes homologues et moi, ainsi que la DGFP, le soutien administrative. Cette épreuve peut-être sera un jour réformée, mais pour vous, ce ne sera pas le cas. Quand vous aurez affronté le QCM, eh bien, un QCM, n'ayons pas peur des mots, il y a une part de bachotage. Donc, si vous avez le sentiment d'être des canards que l'on gave, eh bien, c'est ça. Donc, vous allez être des canards qu'on va gaver, enfin, vous allez vous auto-gaver,
et ça se prépare longtemps à l'avance. Donc, Louis vous l'a dit. Hein, donc, vous prenez les épreuves sur plusieurs sessions et vous les bachotez et vous en retenez le maximum. Point barre. Alors, c'est peut-être pour certains un peu con. Eh bien oui, effectivement. Mais néanmoins, les connaissances, ça fait partie de la compétence. Dans les IRA, on défend l'approche par les compétences. Quand vous serez à l'IRA, on va beaucoup vous en parler, de l'approche par les compétences. Mais la compétence, il y a une composante de la compétence qui s'appelle les connaissances. On ne peut pas être compétent si on n'a pas un minimum de connaissances appliquées au métier. Et le QCM est là pour vérifier que vous avez ce minimum de connaissances, même si après, à l'IRA, on va les renforcer, mais néanmoins, vous avez ce minimum. Sinon, vous ne pouvez pas être compétent. Voilà. Henri, côté du chat, est-ce qu'il y a des choses? Oui, beaucoup de choses. Donc, des questions sur nos amis d'outre-mer qui souhaitaient connaître les horaires des épreuves d'admissibilité concernant la Martinique. Aussi, savoir si l'IRA de Bastia était le bon IRA pour avoir une affectation outre-mer. Si, après, d'autres questions qui ne concernent pas les outre-mer, c'était connaître les maquettes de formation initiale, mais peut-être que c'est une question qui est peut-être prématurée, mais en tout cas, si la directrice de la formation initiale pourrait y répondre. Et puis des questions, alors là, une question qui revient souvent. Monsieur Mouraki nous signale que tous les rapports de jury ne sont pas en ligne. On le signalera à la DGFP, Georges. Et aussi, pour les logements, alors là, c'est une question qui revient souvent. Nous dire, pour les logements, tu as parlé à Tifa d'une association. Donc, Oui. demande d'en savoir plus. D'autant qu'il y a 8 mois de formation initiale, 2 mois de stage. Donc, ça les inquiète un peu au niveau du logement. Pour les logements, pas d'inquiétude, il y a l'association des élèves, donc ça sera éventuellement notre promo du coup, ça sera notre promo. On prendra contact avec la liste des admis et vous aurez une liste complète des appartements disponibles sur Bastia. Après, il y a un réseau très actif, donc généralement il y a de l'accompagnement, il y a de l'écoute, donc personne ne s'est retrouvé à la rue alors qu'on est une promo de 115 élèves. Donc sur ce point, vraiment, n'ayez pas trop de crainte. Et juste pour compléter ce que vient de dire Anifa, pour certains d'entre vous qui ne sont pas déjà en Corse, vous n'êtes pas sans savoir que venir habiter en Corse a un certain coût. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aides mises à disposition, et notamment l'aide à l'installation des personnels de l'État, l'AIP, qui peut rembourser jusqu'à 1 500 € de frais de transport et de logement, votre premier mois de loyer, votre dépôt de garantie, et les frais de transport. Tout ça via une démarche dématérialisée. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir si on envisage de venir à Bastia que des aides sont mises à disposition. Alors, je laisserai Sylvie répondre sur la partie maquette de formation, mais succinctement parce que c'est un sujet technique et on pourrait y passer 3 heures et encore on ne l'aurait pas épuisé. Mais dans l'immédiat, je voudrais juste répondre brièvement à la question des Outre-mer. Comment ça se passe, les affectations Outre-mer? Alors, les Outre-mer, ça se passe comme le reste, mais différemment. Voilà. Donc, première partie, deuxième partie. Comme le reste, c'est-à-dire que les candidats qui voudraient partir Outre-mer n'en restent pas moins soumis à la règle d'airain du classement. Première chose. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. En revanche, les affectations Outre-mer obéissent à une règle un peu différente des autres affectations, en ce sens que on les traite à part. On les traite à part et on voit parmi les élèves d'une promotion, et c'est vrai au niveau des 5 IRA, donc il y a une grosse coordination entre les 5 IRA pour voir les dossiers défendus par les élèves qui souhaiteraient partir Outre-mer. On attend que les administrations déposent leur poste, donc ça c'est comme le reste, et on découvre dans les moments effectivement combien de postes en Martinique, combien de postes en Nouvelle-Calédonie, petit clin à l'actualité, combien de postes en Polynésie, combien de postes en Guadeloupe, à Mayotte, etc. Il n'y a pas des postes partout dans tous les Outre-mer. Ça dépend des promotions. Autant il y en aura très peu, autant il y en aura plus. Et ensuite, on voit les profils, je dirais, familiaux de l'élève. Seront considérés comme prioritaires, eh bien, les élèves qui ont un centre d'intérêt matériel et moral Outre-mer, pour parler simplement, des élèves qui ont déjà de la famille
qui restaient basés outre-mer, une femme, un mari, des enfants, des parents à charge, et pour qui il serait fondamental de pouvoir retourner, mettons, en Guadeloupe, au hasard. Et ensuite, entre les 5 IRA, on voit les dossiers des élèves et seront prioritaires ceux qui ont des intérêts familiaux très forts pour partir en Guadeloupe. Alors, mettons que ce soit à l'IRA de Lyon, je dis ça au hasard, et donc le poste en Guadeloupe eh bien, sera plutôt fléché IRA de Lyon. Mais il faut encore que l'élève qui a fait valoir ce dossier-là, son classement lui permette d'avoir ce poste. Car nous, à l'IRA de Bastia, ça a été le cas ailleurs, on a eu parfois des élèves qui avaient des dossiers familiaux très costauds, qui auraient mérité de partir, mettons, à La Réunion. J'ai un cas en tête il n'y a pas si longtemps que ça. Donc cet élève aurait pu partir à La Réunion, mais il s'avère que dans les classements, eh bien, elle s'est retrouvée placée derrière un autre élève qui n'avait pas manifesté particulièrement son souhait de partir à La Réunion, mais mieux classé. Et donc, de coup, il s'est découvert une vocation pour l'outre-mer et il lui a piqué sous le nez le poste pour La Réunion. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc, il y a à la fois une espèce de coordination, mais il y a à la fois la dure loi du classement qui s'impose jusqu'au bout. D'où mon entrée en matière. C'est pareil, mais c'est différent. Ça, c'est pour l'outre-mer, enfin, les outre-mer. Sur la maquette. Pour compléter sur les Outre-mer, sachez qu'on a quand même très peu de propositions ultramarines. Et donc, nous avons très peu de propositions et nous sommes obligés de nous les répartir entre les 5 IRA. Ce qui fait que parfois, on a une proposition par IRA, voire des fois 0 proposition par IRA, parce qu'on n'a pas aussi de public demandeur. Mais en tout cas, on a très peu de propositions. Pour une promotion de 80 élèves, on a eu jusqu'à 5 propositions pour les 5 IRA, ce qui fait que, vous voyez, pour 80 postes, certains IRA ont réussi à récupérer un poste ultramarin. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de propositions. Alors là, votre cohorte, votre prochaine cohorte sera plus importante, donc il y aura peut-être plus de propositions. Combien exactement demandez-vous? Alors pour l'instant, on n'a pas encore l'arrêté des postes, mais on a à titre indicatif des effectifs annoncés, mais pour l'instant, on n'a pas d'arrêté de poste, donc on peut difficilement dire combien. Ce sera une promotion de plus de 160 normalement élèves, mais il se peut donc qu'on ait un peu plus de propositions d'ultramarins. Mais pour l'instant, c'est jamais vraiment, c'est toujours très très difficile d'obtenir ces postes. Alors, juste une précision sur la précision. Donc, outre-mer, on n'envoie que des élèves et des fonctionnaires en général qui sont volontaires. Il n'y a pas d'affectation forcée outre-mer. En gros, l'année du classement, il ne partira pas contraint et forcé, mettons à Mayotte, s'il n'a pas envie de partir outre-mer. Parce que les affectations outre-mer sont toujours plus difficiles, parce qu'on déracine de toute façon les fonctionnaires qui partent. C'est pour ça que même dans la vraie vie, une fois que vous serez titulaire, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, on envoie outre-mer uniquement des volontaires qui sont partants pour tenter l'aventure et qui sont, je dirais, bien armés, à la fois sur le plan du métier et sur le plan psychologique, parce que l'outre-mer, c'est pas seulement les cocktails sous les cocotiers et le hamac, c'est souvent des conditions de travail particulièrement difficiles. Bon, vous avez l'exemple en ce moment de la Nouvelle-Calédonie. Donc, les fonctionnaires en poste en Nouvelle-Calédonie, ils sont en train de vivre des moments pas forcément sympas. L'outre-mer, ça peut être très éruptif, très compliqué. C'est pour ça qu'on envoie plutôt des gens solides mentalement. Je rends le micro à Sylvia. Alors, en termes du coup de maquette de formation. Alors, la formation que vous allez vivre n'aura plus vraiment la même représentation et image que celles que sont en train de vivre Louis et Adipa. En fait, la formation durera donc un petit peu plus longtemps puisqu'on va passer à 8 mois de formation à l'intérieur des IRA et ensuite vous êtes affecté 6 mois en poste sur votre poste d'affectation. La titularisation sera donc prononcée au bout des 14 mois et elle sera prononcée bien sûr par l'employeur. Sur les 8 premiers mois de formation, alors ce qui différencie
et qui est un petit plus quand même pour vous, c'est que vous allez avoir la possibilité de réalisation d'un stage de 6 semaines. Et ces 6 semaines donc, se dérouleront, si vous rentrez en janvier, vous partirez en stage les mois de mai et la moitié du mois de juin. Et donc, en amont de ce stage et après ce stage, vous aurez des travaux à réaliser et notamment en amont du stage, vous aurez donc à réfléchir à quel type de mission vous voulez, bien sûr, vers quel type de mission vous voulez aller au niveau du stage. Et vous aurez donc, au retour du stage, à faire un rapport de stage autour de cette mission réalisée dans la posture, bien sûr, d'un cadre A. Et donc, ce rapport de stage sera donc également noté, sera une des épreuves de votre scolarité. Il y aura quand même quelques similitudes avec la scolarité actuelle, notamment les élèves dans les 3 premiers mois de leur scolarité vivent une mise en situation professionnelle assez proche de la réalité. Ils ont à répondre à une commande d'une administration, à travailler en équipe et essayer donc de se mettre en situation de cabinet d'études, de cabinet de consulting, et ils ont à faire des propositions au regard de la commande et des attendus de cette administration qui en fait leur pose un problème et ils ont à résoudre ce problème et à donner donc des réponses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rapport sur commande d'administration. Et ce rapport sur commande d'administration va occuper donc dans la prochaine formation les 4 premiers mois de la formation. Et donc, c'est également une épreuve de la scolarité qui est notée. Donc, c'est une épreuve collective qui est notée et qui donne lieu à une note individuelle. Il y aura le rapport de stage. Et ensuite, vous terminerez votre scolarité par un grand oral, en fait, mais qui ne sera pas vraiment un grand oral. Vous aurez donc une épreuve orale en présence donc, de vos jurys et ce sera vraisemblablement autour de qui vous êtes et de quelles sont vos motivations et également d'essayer de voir vers quel type de poste vous pourriez bien sûr vous diriger. Ça, c'est en gros le maquettage assez général. Et donc, la formation va tourner autour de 3 grands axes. La conduite de l'action publique, le pilotage des ressources et la fonction managériale. Donc, autour de ces 3 grands axes, la formation donc, aura des contenus de formation pour répondre à ces 3 grands axes et surtout aussi pour répondre à des compétences qu'on va chercher à développer chez vous pour devenir un cadre attendu, bien sûr, dans les différentes administrations. Voilà un petit peu pour être assez rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur SVP 1111? Enfin, il y a pas mal de questions auxquelles je réponds, ou je renvoie à Christelle qui a donné l'adresse fonctionnelle du service concours pour répondre à des questions plus individuelles et plus précises. Oui, il y avait une question notamment, pardon, je te coupe Henri, sur les horaires des épreuves en Martinique. Oui. Je ne les ai pas en tête, je suis honnête, du fait de décalage horaire et comme il y a 8 centres outre-mer, donc avec des horaires forcément différents. Donc vous recevrez votre convocation, j'espère, mi-juin, où vous regardez attentivement, bien sûr, le lieu du centre d'examen exact. Vous vérifiez bien voilà, s'il n'y a pas de souci, et bien sûr les horaires qui correspondent à vos horaires à vous, hein, heure locale bien évidemment, et non pas heure Paris. Voilà, ça c'était pour répondre. Et Henri vous communiquera effectivement l'adresse mail du concours. Je l'ai communiqué déjà. D'accord, très bien. Merci Henri. Et là, s'agissant des horaires des épreuves en métropole. Alors de mémoire, je crois que c'est 10h, 14h et ensuite 15h30, 17h, mais vérifiez quand même votre convocation. Hein, ne tenez pas Après, il y a une question importante. C'est pas moi qui décide des horaires, c'est la direction générale. Il y a peut-être une question aussi importante, c'est la répartition géographique des postes. Alors, on ne les connaît pas pour le futur, on n'a pas de boule de cristal, mais sur les 3 dernières années, est-ce que Sylvie, tu pourrais nous faire la répartition Île-de-France, Grand Sud et Corse aussi, parce qu'on en demande pour la Corse? Oui, alors sur les 3 dernières promotions, je crois qu'on a eu une seule proposition en Corse. Une seule proposition en Corse.
si on était sur les 4 dernières promotions, on avait eu un peu plus de propositions de Corse. On a eu, pour une promotion, 4 propositions de poste en Corse. Alors, on a des propositions où il y a 0 proposition en Corse, et puis on a des promotions où il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ça n'a jamais excédé 5 postes sur la Corse. Au niveau de la répartition, alors en fonction des promotions, ce qu'on peut dire de façon assez globale quand même, c'est qu'on a à peu près entre 40, pour une promotion de 80, on a entre 40 et 50 postes sur Paris et la région Île-de-France, donc en gros un peu plus de 50%, et une trentaine de postes en région. Ensuite, après, on a donc, alors ça dépend des promotions et ça dépend des années, j'ai envie de dire, mais on a souvent plus de demandes en Occitanie qu'en PACA. Pour l'instant, PACA souffre un peu, on souffre un peu de postes en PACA. Et on arrive à obtenir que très très peu de postes en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous est donc délivré en Nouvelle-Aquitaine vraiment la partie sud de Bordeaux. Et donc les postes sur Bordeaux, on se les partage pas vraiment de façon équitable avec Nantes. Nantes prend beaucoup plus de postes sur Bordeaux que nous, mais on arrive toujours à récupérer quelques postes en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc j'ai envie de dire, sur une trentaine de postes, on a une quinzaine de postes en Occitanie, une dizaine de postes en PACA, avec donc une priorité quand même de postes autour de Marseille et de Toulon, très peu de postes à Nice. Et puis sur l'Occitanie, on a des postes sur Toulouse, mais surtout autour de Toulouse, Perpignan parfois, un petit peu dans l'Aude, sur Carcassonne, ça nous est arrivé. Et puis, et donc sur la Nouvelle-Aquitaine, il nous est arrivé d'avoir des postes dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques et Pyrénées-Orientales, c'est du côté Occitanie, je crois. Ouais. Donc voilà, alors des fois les postes aussi, en fonction des promotions, là où on a le plus de postes région malgré tout, ce sont sur les promotions d'été. Donc là, maintenant, ce ne sera plus vraiment le cas, mais vous allez sortir l'été, et notamment, ce sont sur les postes en EPLE, puisque les EPLE sont distribués un petit peu dans toutes les différentes villes d'Occitanie et de PACA, et c'est là où c'est vrai qu'on a le plus de propositions. Dans les administrations services déconcentrés, en PACA, on a peu de propositions et pareil, on a peu de propositions sur l'Occitanie. Voilà. Pour compléter ce que disait la directrice de la formation initiale, je vous invite à lire donc le guide, et en fin de guide, page 29, 30, 31 et suivante, vous avez voilà, toute la répartition, il y avait le concours 2021, concours 22 et 23. Et donc, vous avez toutes les affectations par région hors administration centrale et aussi un tableau récapitulatif pour l'administration centrale également. Après, on va avoir du mal à pouvoir se projeter puisqu'on était sur des cohortes de 80. Là, on est déjà sur une cohorte de 115. On ne sait pas trop quoi leur répondre à ce type de questions. On ne sait pas si on aura la moitié des postes en région parisienne ou pas. Et sur des cohortes plus importantes, ça va vraiment dépendre des postes qui sont déposés par les ministères au niveau des RH des ministères et qui sont proposés aux sorties d'IRA. Mais c'est très très compliqué pour nous puisqu'on n'a pas la main dessus. Ce sont les RH des ministères qui ont la main sur les postes et donc on ne sait jamais. Donc on découvre les postes assez tardivement par contre et donc c'est vrai que les deux élèves présents peuvent témoigner. Pour l'instant, ils sont dans l'incertitude totale de ce qui va leur arriver au 1er septembre. On finit nous-mêmes par être incertains. Finalement, moi, j'étais venue avec l'idée éventuellement d'avoir le Sud, mais plus ça va, plus la formation avance, plus on se dit, bah tiens, la centrale, ça peut nous correspondre. Donc, vraiment, ne vous fixez pas là-dessus. Bon, c'est vrai, ce que dit Alifa est très important. Tout à l'heure, j'insistais sur le fait que pour l'épreuve orale, il fallait avoir une idée à la fois un peu vague, mais néanmoins un peu précise aussi, de ce que vous aimeriez faire. Mais là, on parle un peu dans le vide. Après, il est vrai que durant toute la scolarité à l'IRA, vous avez rencontré beaucoup de professionnels, puisque nous n'avons pas de profs dans les IRA. Nous avons des intervenants qui sont vos futurs collègues
et qui viennent former leurs jeunes collègues, donc les élèves de l'IRA, et ces formateurs sont tous des pros qui discutent avec les élèves, qui partagent leur expérience, et du coup, les projets des uns et des autres en cours de scolarité sont amenés à évoluer, et c'est normal, et c'est tant mieux. Donc votre projet, si à la fin de votre scolarité n'est pas le même qu'au départ, eh bien l'important c'est que vous trouviez chaussure à votre pied, et au cours de votre carrière, il évoluera encore. Et comme on dit à tous nos élèves, et à Anifa et Louis, et leurs collègues, on sera amenés à le dire encore souvent, un premier poste, ça n'est jamais qu'un premier poste. C'est-à-dire qu'après, s'ouvre à vous une longue vie dans l'administration, avec ce monde merveilleux et enchanteur, qui offre plein de possibilités. Et donc, vous pouvez commencer ici, mais 2 ou 3 ans après, voire avant, dans certains cas, eh bien, partir vers autre chose et bifurquer à nouveau. Bref, une carrière, c'est plus ou moins long, ça dépend à quel âge vous entrez dans le merveilleux métier de cadre, mais pour certains, eh bien, une carrière, ça sera 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. On verra encore ce que deviendra à l'âge de la retraite, sans doute qu'il sera structurellement appelé à évoluer encore vers un peu plus, mais en tout cas, voilà. Donc sachez que un premier poste, c'est une première expérience et votre vie ne s'arrête pas là, elle commence là. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc ne faites pas de fixette sur le premier poste, ce n'est qu'un premier poste. Il y a d'autres questions, Henri, qui en aurait pas. Ah oui, à savoir combien de temps pour devenir attaché principal. Bon, là, les textes peuvent vous répondre, mais c'est 4 ans. Tout dépend aussi, par contre, il y a des cas particuliers. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la plateforme Réussira? Alors, je crois qu'elle est très bien expliquée. Inscrivez-vous déjà. Elle est autoporteuse, j'allais dire. Donc là, vous avez absolument toutes les informations. L'âge peut être un frein à l'oral? Non. Non. Pas du tout. Les jurys sont formés pour ne pas être discriminants, notamment sur ces questions d'âge. Oui, tous les jurys sont formés et notamment, il y a quand même un gros travail autour de l'éthique et de la déontologie et puis également une formation autour des biais et bien sûr un gros travail autour de la non-discrimination. Par la répartition des postes par ministère, les années précédentes, là, vous avez des arrêtés qui sont téléchargeables sur Internet, on vous les enverra éventuellement. Alors, un point important sur l'aspect discrimination, une question peut-être que certains se posent, autant la poser sur la table tout de suite, est-ce que le fait d'être corse offre un avantage pour obtenir un poste en Corse? Eh bien, la réponse, c'est évidemment non. Donc, la seule chose pour obtenir un poste en Corse, c'est déjà qu'on ait des postes en Corse. On a vu que c'était pas la majorité, loin de là. Et ensuite, il faut que votre classement vous permette de décrocher le fameux ou les fameux postes en Corse. Et dans les promos qui ont eu la chance de se voir proposer des postes en Corse, la plupart ont été pris par des non-corses. Et nos élèves corses, on a dans une promo, sous le contrôle de Sylvie, à peu près 5 élèves, en moyenne 5-6 élèves maxi, qui vivent, enfin, qui sont corses, enfin, en tout cas qui vivent en Corse. Et ils sont appelés à prendre des postes au continent, comme on dit ici. Donc voilà. Ensuite, cette indépendance, elle est garantie, je dirais, systémiquement, en ce sens que moi-même, mon équipe autour de moi, nous sommes là pour vous former, on n'est pas là pour vous évaluer. C'est-à-dire que vous avez à faire vos preuves devant un jury de scolarité, qui est un jury indépendant, comme tous les jurys, qui ne vous connaît pas, c'est d'ailleurs le gage de l'indépendance, nous, on vous connaît, et il y a une barrière étanche, strictement, entre l'équipe qui vous forme, donc l'IRA au sens large, et le jury qui vous évalue. Et le jury est absolument indépendant. Donc on a, d'ailleurs, on ne se risquerait pas à le faire, parce que ça serait un délit, voire un crime, mais en tout cas, on ne se risquera jamais à vouloir influencer un jury, parce que ce serait passible de sanctions pénales graves. Donc, dans tous les cas, vous avez une neutralité qui est garantie, et la neutralité, c'est une des grandes valeurs du service public. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui êtes aspirant à intégrer la fonction publique. Vous devez déjà avoir appris, si ce n'est pas le cas, les grandes valeurs du service public. La neutralité, ça en fait partie. Voilà. D'autres questions, Henri? Alors, il y a des questions concernant
les candidats RQTH. Alors là, pour le coup, je pense que Christelle vous répondra directement. Et il voulait savoir s'ils étaient dans le classement ou hors classement. Les candidats RQTH sont dans le classement, hein, comme tout candidat. Après, sur les aménagements de poste, c'est d'abord avec l'administration d'affectation. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les modalités de passage et la scolarité, ça, je suppose que l'État leur répondra. Les annonces qui ont été faites par le gouvernement, hypothétiques, hein, ce ne sont pas des annonces officielles concernant la suppression des catégories. Pour le coup, vous voulez nous dire, l'IRA, s'il n'y a plus de catégorie A, il n'y a plus d'IRA, mais pour l'instant, on n'en est pas là, je pense. Ça, je n'ai pas vu encore la loi concernant la suppression des catégories. Pour les RQTH, forcément, à l'entrée à l'IRA, donc au niveau du passage des épreuves, déjà, vous pouvez demander des aménagements de temps. Et au niveau de la scolarité, on ne pratique pas d'aménagement de temps, mais par contre, on pratique des aménagements de poste, si besoin, en fonction, bien sûr, du handicap mis en avant. Et surtout, on a une référente handicap qui, dès le démarrage de votre formation, vous reçoit, étudie avec vous vos demandes et bien sûr l'administration sur le plan logistique et sur le plan de l'accompagnement de votre scolarité, bien sûr, prend en compte votre statut. Oui, au-delà des RQTH, c'est en fait pour les épreuves écrites, ça peut être effectivement, voilà, n'importe quel candidat peut demander effectivement des aménagements. Et cela, il faut le faire pendant l'inscription ou alors par mail. Et si effectivement il vous arrive un petit souci de santé aujourd'hui, pour le 2 juillet, il est bien évident que vous pouvez éventuellement demander des aménagements. Alors ça va du tiers-temps jusqu'au siège ergonomique, jusqu'au, voilà, il y a pas mal de choses, au sujet grossi, à l'accessibilité des locaux. Alors évidemment, ça se fait en amont, ça s'organise et il faut effectivement, et ça c'est une pièce indispensable, c'est un certificat médical qui sera établi par un médecin agréé par l'administration. Et ces listes de médecins, vous les trouverez sur le site internet en tapant simplement liste des médecins agréés, ARS et le numéro de votre département. Voilà, et là c'est accessible et vous pouvez trouver effectivement un médecin qui pourra vous établir un certificat médical et selon vos besoins, effectivement ce certificat médical me revient et ensuite on organisera bien évidemment, voilà, on répondra à vos demandes. Par contre, il n'y a pas d'affectation réservée. Toutes les affectations sont pour tout le monde. Par contre, il existe des voies possibles pour, via notamment, je sais, les ministères sociaux, où justement vous suivez la formation et par contre, votre poste est déjà réservé. C'est-à-dire que vous participez au classement, mais vous ne participez pas à l'affectation puisque vous êtes déjà affecté en poste. D'autres questions? Non, est-ce qu'un catégorie C peut réussir l'IRA? Alors, oui, bien sûr. 10 fois oui. Un catégorie C qui prépare le concours. Le replay, bien sûr, on mettra en replay, on demandera à Patrice Bernard, le gestionnaire de la plateforme, réussira de mettre le replay du webinaire. Ah, si j'ai plus de 20 ans, en catégorie A, dois-je attendre 4 ans pour passer attaché principal? Alors moi, je suis nul en RH, je ne connais pas s'il y a des réductions d'ancienneté pour passer le principal A. C'est 4 ans en moyenne. Oui, après, il y a une prise en compte de l'ancienneté à la prise de poste, en fait, et donc il y a un recalcul, et oui, il y a des fois, c'est raccourci. Je sais qu'il y a des élèves qui ont passé le principal A en amont des 4 ans, une fois qu'ils étaient en poste. Mais, là, les calculs des délais, il faut les demander à... Après, ce sont les services RH qui peuvent vous accompagner. Mais il faut avoir 20 ans, il faut avoir... Évidemment, il faut être attaché, en fait. Il faut déjà être attaché, quoi. C'est ça. C'est des questions d'indice, donc il faut vérifier. Après, dans le guide, regardez bien le guide. Oui, le guide est intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'éléments et qui pourront vous donner des éléments de réponse aussi à ces questions posées. On s'achemine tout doucement vers la fin du webinaire. Donc peut-être, comme promis, il y a de cela environ 45 minutes, peut-être un petit focus sur la vie à l'IRA de Bastia hors formation, parce qu'il y a une vie en dehors de la scolarité. Peut-être que les mieux placés pour en parler sont les 2 élèves à mes côtés, Anifa et Louis, qui vont vous dire quelques mots sur qu'est-ce qu'ils font quand ils ne sont pas en session de formation.
Alors, sans trahir des secrets, évidemment, mais vous dire que la vie, vous avez l'opportunité en vous, encore plus que, alors, si on exclut le stage, vous serez là pour 8 mois, mais certains feront aussi leur stage en Corse, d'autres pas, mais bon, ça sera l'occasion d'en rediscuter le moment venu. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait durant tous ces mois passés en Corse, quand on ne travaille pas? Qui commence? Je commence. Alors, on n'a pas encore eu la session plage parce que le temps ne s'y prête pas encore, mais je pense que ça va en faire partie. Il y a aussi la possibilité de visiter les villes autour, donc qui sont bien desservies. La gare est en plein centre, donc voilà. Et puis, quand on veut rentrer pour voir sa famille, pas de difficulté, il y a l'avion, le bateau, donc ça reste tout de même assez agréable. La vie est assez douce. Oui, et le cadre vraiment de Bastia est idyllique, hein, entre mer et montagne. Donc très pratique si vous aimez, je sais pas, les sports de voile, les sports de nature, de rando, le canyoning, le trail, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça permet de s'évader aussi en sortant des cours, juste monter un peu en montagne ou aller à la plage. Donc ça c'est très pratique pour bien équilibrer avec le temps de formation. Et puis l'ambiance de Bastia fait aussi petit village. Donc ça, ces avantages, évidemment, on se retrouve facilement pour boire un verre après les cours ou autres. Mais aussi quelques désavantages si on veut être un peu plus au calme et pas croiser tout le temps des camarades de promotion. Mais non, c'est quand même une expérience incroyable. Et puis c'est pas donné, enfin c'est une opportunité unique de pouvoir passer quelques mois sur l'île de Côté. Alors, pour compléter ce qu'ont dit vos deux camarades, il y a une association des élèves qui est toujours très active, très dynamique, à qui on donne des moyens pour faire du bon travail, qui a un budget intéressant, on va dire ça ainsi, et qui propose un tas d'activités. Et après, chaque élève apporte son lot à l'association et propose des activités en fonction de ses compétences. C'est comme ça qu'on a eu parmi les élèves des profs de chant qui ont enseigné aux élèves volontaires le chant. On a actuellement une élève qui est prof de Zumba, qui apprend la Zumba à ceux que cela intéresse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des cours d'improvisation. Voilà, donc il se crée une vie, je dirais, amicale, de promotion qui n'a pas son équivalent ailleurs, non pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais simplement parce que les conditions sont réunies qui font que les élèves vivent beaucoup entre eux. Alors, c'est vrai, Anifa disait que c'est pas compliqué de rentrer au continent. Alors, c'est pas faux, mais ça a quand même un coût. Et il est certain que revenir chaque semaine au continent, tout le monde ne pourra pas se le permettre. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Ce qui fait qu'aussi, les élèves, une fois qu'ils sont en Corse, la plupart ne rentrent pas tous les week-ends, mais ils voient quand ils peuvent rentrer et ils profitent au maximum de leur vie en Corse, à Bastia, hors formation, pour tisser des liens entre eux. Et avec l'équipe de la direction de la formation, on attache beaucoup d'importance à ces échanges entre vous. Alors, on estime que vous apprenez autant des échanges entre vous que ce que l'IRA vous apprend de façon officielle. Donc les deux vont de pair, évidemment, mais vous aurez, vous, une promo nombreuse. Bon, Sylvie l'a dit, on ne connaît pas encore le nombre, mais ce sera autour de 160 sans doute. Donc ça veut dire 160 personnes qui ont tous une expérience, tous vécu avant, et qui ont beaucoup de choses à échanger avec leurs camarades. Et pour vous, ça sera forcément un enrichissement mutuel. Que dire, Georges? Est-ce que tu veux intervenir? Oui, je voudrais dire quelque chose quand même, parce que Bien sûr. Ça me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Pour tous les gens qui veulent être candidats à l'IRA, seuls les imbéciles optimistes ne présentent qu'un seul concours. Seuls les imbéciles, parce qu'ils n'écoutent pas les conseils et puis ils pensent qu'ils seront meilleurs que les autres. Et il faut être vraiment optimiste pour mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc l'IRA, c'est formidable, ça vous ouvre la porte d'une carrière qui peut être très riche et très variée, mais passez aussi les autres concours de la fonction publique pendant que vous y êtes. Sinon, je ne sais pas, revenez l'année d'après et puis peut-être l'année d'après, vous passerez d'autres concours aussi. Voilà.
Bon, en gros, Georges, je me permets de compléter ton propos si tu ne prends pas ombrage. Donc, en fait, passez des concours qui répondent à vos envies et à ce que vous avez envie de faire. Si votre rêve, c'est de devenir inspecteur des impôts, ne venez pas à l'IRA. Passez des concours directement de la DGFiP. Vous rentrez à l'École nationale des finances publiques et vous serez bien plus heureux. Si votre rêve, c'est de devenir douanier, passez le concours de l'École nationale des douanes en priorité. Maintenant, les IRA, c'est avec l'INSP, la nouvelle ENA, les seules écoles qui préparent à des métiers particuliers de cadre de l'administration généraliste. Ça veut dire que vous êtes des cadres appartenant à un corps d'attachés interministériels capables d'exercer vos fonctions dans toutes les administrations de l'État, qu'elles soient déconcentrées, centrales, tous les ministères. On est là pour ça. Je prends souvent l'exemple, une comparaison avec la médecine. Vous avez le médecin de quartier, le médecin généraliste, et vous avez le spécialiste. Si vous avez un problème aux oreilles, vous allez voir le spécialiste ORL, il vous soignera les oreilles et le nez. Mais le médecin de base, c'est le généraliste. Eh bien, vous serez des médecins de base de l'administration qui a grand besoin de soins, par ailleurs. Donc, vous serez des généralistes. Alors, effectivement, Georges a raison. Un concours, ça se prépare. Parfois, ça se réussit. Parfois, ça se rate. Bon, ben, si vous présentez le concours et que vous le ratez, votre vie ne s'arrête pas là pour autant. D'abord, il y a d'autres concours, effectivement, et puis ensuite, un concours qu'on a raté, on le retente, et puis c'est tout. Et ce qui ne passe pas la première fois, passera la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, à force d'échouer, on augmente ses chances de réussir par la suite. Donc, voilà, si vous ratez un concours, ce n'est pas la vie qui s'effondre. Moi, dans ma vie, j'en ai raté autant que j'en ai réussi. Et pour autant, j'ai plutôt, en ce qui me concerne, fait des choses plutôt intéressantes. Si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai fait de votre vie, vous allez voir sur le site internet, vous trouverez mon CV. Voilà, mais c'est ma vie, c'est pas la vôtre. Donc, sachez ce que vous avez envie de faire et faites-le. Et je terminerai en ce qui me concerne par ça. Un concours, c'est juste, il ne faut pas forcément être intelligent pour réussir un concours. Alors, si vous n'êtes pas trop con, c'est mieux. Mais si vous êtes normalement intelligent, ça suffit. Un concours, c'est d'abord de la préparation. C'est du boulot. Le fameux principe de base, no pain, no gain. Donc, pour réussir, il faut bosser. 100% des gagnants ont bossé et se sont donné des moyens. Je dis souvent, un concours, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration, ce qui veut dire que Louis et Anifa vous l'ont dit, ils ont bossé, ils se sont préparés. On vous demande de vous préparer à des épreuves spécifiques, pas d'être des super génies de l'administration. Si vous l'êtes, tant mieux, on prend, mais soyez bons dans les épreuves où on vous attend. Et ça se prépare. Donc si vous bossez, vous réussirez. Si vous échouez une fois ou deux, c'est pas grave, vous retentez. Et si à force de réussir, eh bien, vous avez envie de monter encore plus haut, après, faites-le. Et si vous avez échoué plein de fois, eh bien, c'est que simplement, vous n'étiez pas fait pour ça, et vous passez à autre chose, et la vie continue. Alors, voilà. Donc, on bosse et on réussit. Henri, c'est bon. Alors, des remerciements, merci. Alors, vous faites preuve d'intelligence collective parce qu'il y a beaucoup de réponses qui sont extrêmement pertinentes que vous envoyez les uns les autres. Donc, les chats ouverts, c'est toujours pour moi une satisfaction. Donc, voilà, je constate encore l'efficacité des chats ouverts. Voilà. Voilà les amis, donc on ne cherche pas à vous convaincre de venir à l'IRA de Bastia puisque vous êtes déjà inscrit au concours de l'IRA de Bastia. Donc vous êtes déjà une clientèle captive. Donc on ne cherchez pas à vous recruter puisque vous êtes déjà recruté au moins au concours. Voilà, maintenant il reste juste une formalité à satisfaire, c'est réussir le concours. En tout cas, nous serons heureux de vous accueillir à l'IRA de Bastia. Voilà, rendez-vous en janvier prochain pour la nouvelle année. Et d'ici là, bossez bien. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.